Alors, on dit quoi? Pourquoi ça n'a pas pu se faire? Ça s'explique. Comment est-ce que ça va faire? Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. À quelle date? Ah, d'accord. Ok. Compris. Letty? Letty? Ouvre, c'est moi. Coucou. Ouf. Oh. Salut. Ben, t'es pas prête? On a tournage aujourd'hui, Laetitia, toi aussi, quand même. Et en plus, ton téléphone est coupé. Pas d'électricité toute la nuit. Le pire, c'est que je n'ai pas pu charger mon téléphone. Ouh là, toi, tu es vraiment battu par ces coupures de tous les jours, hein? Le pire dans tout ça, Cosas, c'est quand je vois ce que je vais laisser à la SEG ce mois-ci. Viens. Toi, Letty, mais c'est quoi cette voiture? Quoi, tu fais une boîte de nuit aux voisins quand tu es au courant ou bien? Tu me diras, moi qui ai un compteur Edan, c'est encore pire, hein? Mais tu as raison, mon Cosas. On a tournage aujourd'hui. J'ai bien l'intention qu'on m'explique pourquoi il y a toujours autant de coupures d'électricité à Libreville. Et je crois que c'est valable pour nos parents de l'intérieur du pays. Nous allons maintenant savoir ce qui est fait pour que ça change et surtout quand ça va changer. Tu as bien raison, Letty. Moi aussi d'ailleurs. Ça s'explique. On vient de vivre avec Laetitia un sacré moment, hein, quand même. Une coupure aussi longue et qui n'arrive pas qu'une fois. Comment ça s'explique? Alors, on fabrique de l'électricité dans des usines bien spécifiques qu'on appelle des centrales électriques. Au Gabon, il en existe plusieurs types. La centrale dite hydroélectrique, c'est-à-dire celle qui produit de l'électricité à partir de la force de l'eau, et la centrale dite thermique, c'est-à-dire celle qui produit de l'électricité à partir de la chaleur. Alors, comment ça marche? Je vous montre. Regardez. Ça marche comme une dynamo de vélo. Alors, quand on tourne rapidement sur cette tige, l'énergie mécanique générée se transforme en énergie électrique grâce au mouvement d'un aimant et d'une bobine située à l'intérieur de ce petit moteur. Et en tournant rapidement comme ça, voilà, l'énergie est produite. Et une fois produite, il faut bien sûr la transporter. Comment? L'électricité est conduite depuis l'usine de production jusqu'à votre domicile par ce qu'on appelle des lignes dites de haute tension. Dès sa sortie de l'usine et juste avant d'arriver chez vous, elle passe au travers du transformateur qui, comme leur nom l'indique, abaisse la tension de l'électricité qui tombe à 220 volts, comme l'indique d'ailleurs cette petite étiquette située au dos de n'importe quel appareil électroménager ou électrique. Ici, l'électricité est indispensable aujourd'hui parce que ce sont tous ces appareils qui nous facilitent la vie, qui nous distraient ou nous permettent de communiquer. On est quand même un tout petit peu perdu, n'est-ce pas? Sans notre split, notre brouillon-compte, notre téléviseur ou notre ordinateur. Et même que dans certains pays, on trouve déjà des voitures électriques sur les routes. Alors, même si nous ne sommes pas le seul pays d'Afrique à connaître des problèmes de courant, même si 8 Gabonais sur 10 ont accès à l'électricité, oui, vous avez tout de même raison de vous poser toutes ces questions. J'aimerais savoir c'est quoi la différence entre coupure et délestage et pourquoi on a les deux au Gabon. Moi, je m'étonne. Pourquoi est-ce que les baisses de tension et pourquoi, quand l'électricité revient, certains de nos appareils sont grillés? Quand est-ce qu'on va avoir de l'électricité 24 heures sur 24 partout au Gabon? Alors, Daniel, pour répondre à ta question,
Il faut d'abord savoir qu'une coupure de courant se produit lorsque l'électricité distribuée jusque là où tu habites ne suffise plus pour alimenter toutes les maisons qui sont dans ton quartier. Et ce pour diverses raisons, dont la première, les 390 MW d'électricité actuellement produite au Gabon ne suffisent plus. Il faut donc en urgence le double de cette production, soit 800 MW pour inverser la tendance. L'objectif est d'ailleurs d'arriver à plus de 1200 MW d'ici 2016. Mais il y a aussi, il faut le dire, le fait que certains utilisateurs frauduleux font appel à des électriciens ou pas, ce qui est plus dangereux, pour arranger façon certains branchements, ce qui au final fait tout sauter. Alors, un délestage, c'est tout autre chose. C'est un choix qui est fait de rationner, c'est-à-dire donner moins d'électricité à un quartier pour qu'un autre en ait plus. Et comme tu t'en doutes, on fait cela aussi parce qu'il n'y a pas assez d'électricité produite. C'est vrai qu'au Gabon, on connaît les deux, et c'est aussi vrai que cela serait bien qu'on nous informe quand il y a des délestages. Ça nous permettra de bien nous préparer, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, quant à vous, monsieur Romaric Mbadinga, pour répondre à votre question, je vous propose de rejoindre Laetitia qui est en face du ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous recevoir à nouveau pour parler électricité. Pourquoi et comment expliquez-vous justement la recrudescence des coupures d'électricité dans la ville, non pas à Libreville seulement, mais également sur l'ensemble du territoire? Est-ce que les Gabonais doivent retourner à la lampe tempête? Certainement pas. Comme nous l'avons dit plus tôt pour l'eau, eu une faiblesse d'investissement du concessionnaire dans les nouvelles infrastructures d'électricité. Ceci a deux principales conséquences. La première, de plus en plus dans les périmètres communaux au Gabon, nous enregistrons des baisses de tension. La deuxième, c'est l'augmentation du volume global d'électricité consommée au Gabon. Cela a été entraîné par les nouvelles constructions de standing supérieur qui ont été réalisées à la Sablière, dans la zone d'Angondjé, dans la zone de Vendo pour la République gabonaise, dans la zone nord pour Port-Gentil et dans la zone sud pour Franceville. Tous les moyens de production installés ont été saturés. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement de la République, par les décisions prises dans le cadre de la politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, a pris la décision de réaliser des infrastructures de production et de transport d'électricité. En tête de ces infrastructures, nous avons les moyens de production hydroélectrique qui ont été décidés. Certains d'entre eux seront livrés au cours de l'année 2013. D'autres ouvrages sont construits en cours de construction. Ce sont des ouvrages gaziers qui vont répondre aux normes environnementales les plus strictes. Il y a d'autres projets qui ont été décidés, qui sont actuellement à l'étude. Ce sont les projets de la vallée de la Nyanga et les projets de la vallée de l'Ogoué. Des instructions fermes ont été données pour que ces études avancent et qu'on puisse revenir vers le chef de l'État pour lui désigner les ouvrages qui devront être construits pour répondre à sa politique d'émergence. À quand l'électricité pour tous les Gabonais partout au Gabon? Au Gabon, aujourd'hui, le service public, c'est 380 MW installés. À la fin de l'année 2013, ça sera 540 MW installés. Dans 3 ans, en 2016, nous allons avoir 120 MW supplémentaires installés. Cela nous portera à environ 650 MW de disponibles en République gabonaise. Et à l'horizon 2020, nous serons à peu près à 1200 MW de capacité de production d'électricité en République gabonaise. Avec cette capacité de production, le chef de l'État a décidé que l'on puisse réaliser des réseaux de transport pour mutualiser la demande et sécuriser la fourniture d'électricité afin que chaque Gabonais ne puisse plus subir les pénuries que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous allons construire une ligne électrique qui partira de Muila jusqu'à Libreville, une autre ligne électrique qui partira de Bifoun jusqu'à la frontière camerounaise des Boro, et nous envisageons par la suite créer l'interconnexion entre le réseau qui existe actuellement dans le Haut-Togo et le Goélolo et le réseau qui va exister sur la façade ouest du pays. D'autres lignes sont en cours de négociation, les études sont terminées, les contrats sont en cours de négociation. Ces contrats vont être signés au cours de l'année 2013
Les autorisations de financement seront données au plus tard en 2014 et la première phase sera terminée. Et nous envisageons en 2016 faire l'étude et rechercher les financements pour le raccordement de l'ouest du pays à l'est. Et à l'horizon 2020, nous allons raccorder la province de Logoué, Ivindo, au réseau national de transport d'électricité. C'est pour vous dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris une initiative forte d'investissement dans le secteur afin que tous les Gabonais soient traités de la même manière par le service public de l'électricité. À court terme aujourd'hui, est-ce que les Gabonais auront de l'électricité? À court terme. À court terme. Dans un délai de moins de 10 mois, les problèmes d'électricité pour la région de Libreville et la ville de Port-Gentil, ainsi que la province de Haut-Ogooué, principalement Franceville, Mwanda, Okonja, Akeni, Bongoville, Toum, Libreville, Ngondje, Ovendo. Décembre 2013, les problèmes seront réglés dans ces différentes zones. Le coût de l'électricité, il reste toujours élevé, c'est une grosse épine. Est-ce qu'on ne peut pas la retirer un tout petit peu des foyers gabonais, non, Monsieur le Ministre? Le coût de l'électricité, certes, est une part non négligeable du panier de la ménagère gabonaise. Au Gabon, le coût de l'électricité n'est pas le plus cher pour ce qui est de l'Afrique. Ceci est dû à une erreur stratégique qui a été faite, celle de miser sur les carburants fossiles pour produire de l'électricité au Gabon. La conséquence, c'est que nous ne pouvons pas contrôler le coût de l'électricité parce que ce coût dépend de la valeur du baril de Brent au marché de Londres. Ce qui est le plus pesant dans la facture d'électricité du Gabonais moyen, ce n'est pas le prix, c'est le volume d'électricité consommé. Parce qu'il faudrait qu'on le reconnaisse. Les foyers de nos compatriotes sont des foyers où on retrouve beaucoup de matériel électroménager. Il y a également une petite plainte de certains de nos compatriotes liée aux contributions spéciales eau et électricité. Ces contributions font partie du prix de l'électricité au Gabon. Et ces contributions ont été séparées de la tarification commerciale pour qu'on ait une meilleure maîtrise de cette ressource, parce que cette ressource est affectée à l'effort de solidarité nationale. Cette ressource sert à faciliter l'accès à l'électricité pour les populations situées dans l'arrière-pays en zone rurale. Cette ressource sert à faciliter l'électricité pour les populations qui sont dans certains quartiers défavorisés de Libreville, notamment par l'installation, l'entretien et le maintien de l'éclairage public dans ces zones. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors Laetitia, ça m'a l'air d'être bien engagé tout cela, non? Oui, j'avoue que cela me rassure que tous ces problèmes de courant que nous connaissons, et cela quel que soit l'endroit où l'on habite, soient pris à bras le corps par le ministère de l'Énergie. On a compris, en effet, qu'il y a des coupures de courant, non seulement parce que le Gabon souffre d'un déficit de production et de transport d'électricité, mais aussi parce que environ 40% de l'électricité produite l'est par des centrales thermiques qui sont alimentées au gaz et au gasoil. Et d'où aujourd'hui qui sont donc vétustes et aussi difficiles d'accès pour la plupart d'entre elles, d'où des problèmes d'entretien et d'alimentation en gasoil. Alors, on le sait, la solution du réseau interconnecté qui consiste à relier par des lignes de haute tension plusieurs villes afin de les connecter à un même réseau électrique a été mise en place. Question, dans quel intérêt? Pour envoyer de l'électricité d'une ville à une autre. À Libreville, il existe un réseau interconnecté, tout comme dans la province du Wollontem. Mais malheureusement, on le sait aussi, cette solution est devenue insuffisante. Alors, mais comme vient de le dire Monsieur le ministre tout à l'heure, on a aussi compris que tout est mis en œuvre pour renverser la tendance et faire revenir la lumière dans tous les foyers gabonais. Raison pour laquelle j'ai invité sur ce plateau Madame Pouta. Madame Pouta est directrice générale en charge de l'énergie. Madame Pouta, merci. Merci d'être venue à notre invitation. Alors, je le disais tantôt tout à l'heure, vous êtes directrice générale en charge de l'énergie. Tout à l'heure, votre ministre a été clair. Plusieurs chantiers ont été lancés afin de pallier à ce problème de coupure de courant et autres délestages que connaît notre pays actuellement. Mais quels sont? Effectivement, pour pallier ces insuffisances, l'État gabonais a initié la construction de 3 ouvrages de production d'énergie électrique.
une centrale thermique au gaz à Alena Kiri, à Ovendo, de 70 MW. À Port-Gentil, la capitale économique, une centrale thermique au gaz de 52,5 MW. Et à Franceville, dans le Haut-Ogooué, une centrale hydroélectrique de 160 MW. Des centrales thermiques d'un côté, un barrage de l'autre. Pourquoi avoir choisi deux solutions radicalement différentes? Alors que je suis bien placée pour le dire, il y a des fleuves partout au Gabon. Madame Pouta, un mot d'explication pour Laetitia? Oui, en effet, la construction d'une centrale hydroélectrique nécessite beaucoup de temps, 3 voire 5 ans. Et pour parer au plus pressé, la décision a été prise de construire les centrales thermiques au gaz. Oui, c'est vrai, Laetitia. Souviens-toi du Conseil de ministres délocalisé de Lambaréné qui s'est tenu en juin 2011. La priorité a été donnée à l'énergie hydraulique, c'est-à-dire la production de l'électricité à partir de nos fleuves. Et il faut donc dire que le potentiel de l'énergie hydraulique est assez énorme. On parle de 5000 MW, soit 13 fois la production actuelle d'électricité dans notre pays. Mais tout de suite, Madame Pouta, avant, si vous le voulez bien, de faire un point sur les barrages qui sont actuellement en fonctionnement au Gabon, je vous invite à faire découvrir à tous nos téléspectateurs Grand Poubara. Ça s'explique. Oui, Cosas, j'y suis et je dois dire que c'est très impressionnant. Et justement, à mes côtés pour en parler, Monsieur Ndiengi Fabrice, qui est le coordonnateur du projet sur le site. Monsieur Ndiengi, où en est le projet exactement? Le projet Grand Poubara dans sa phase 1 pour les 160 MW qui vont être produites par les 4 turbines qui seront installées est en cours de finalisation. À l'heure actuelle, nous sommes à plus de 115% de l'état d'avancement du projet. Nous sommes dans la phase qui consiste également aujourd'hui à déforester le réservoir parce que il ne faut pas que les arbres qui seront noyés puissent à terme venir percuter la digue que vous voyez ici. Donc là où nous sommes actuellement, nous sommes sur le barrage Grand Poubara. Et quelles sont les entreprises justement qui travaillent sur ce projet? L'entreprise principale, c'est l'entrepreneur, donc c'est Sinohydro. C'est une entreprise chinoise avec qui nous avons signé un contrat pour la réalisation de ce projet. Pour déforester le réservoir, nous avons pris des entreprises locales, 3 entreprises locales, gabonaises, donc Jim BTP, GPLS et Forex. Comment va fonctionner concrètement le barrage? Ce barrage que vous voyez ici fonctionnera en ce sens que nous allons créer un réservoir qui est en fait une accumulation de l'eau. Ici du fait que nous avons barré l'écoulement du cours d'eau, l'eau qui sera retenue ici va s'engouffrer dans un tunnel qui fait 3 km. À l'issue de ces 3 km, il rentre dans une usine et c'est l'énergie potentielle de cette eau qui va générer de l'énergie électrique. À quoi va servir l'électricité produite par ce barrage? Qui va en bénéficier? La majeure partie de l'énergie qui va être produite ici par Grand Poubara va servir à plus de 60% dans sa capacité à alimenter la future usine de Comilog, le C2M, qui est une usine ferro-manganèse. Et le reste de l'énergie sera orienté vers Poulamoutou et vers Franceville en termes de renforcement des capacités. Parce qu'il faut dire qu'avec Poubara 1 et Poubara 2, on est quasiment déjà au taquet. Donc si je comprends bien, ce barrage va faciliter l'activité industrielle donc, de la région et quelque part créer des emplois, voire comme ça créer des embauches également? En termes d'activité économique, c'est vrai que ça aura un impact assez important au niveau de la région. Parce que rien qu'avec l'énergie qu'elle va générer et qui va être distribuée à Comilog, Comilog dans son fonctionnement aura plus de 400 emplois directs qui vont être créés. Et avec les emplois indirects, on peut déjà remarquer ou distinguer l'impact que va générer la construction d'un tel ouvrage et son impact pour le Gabon économiquement, mais également pour la région en termes d'emploi. Si je vous prends au mot, et tout à l'heure votre alter ego chinois m'a dit que le barrage s'appelait Taapa, le Taapa construit, sa production permettra donc de mettre un terme aux coupures d'électricité aussi bien dans le Haut-Ogooué que dans le Gouelolo? Au moins on n'aura plus de coupures d'électricité liées au manque d'énergie. À quand la fin des travaux?
La fin des travaux est prévue pour août 2013. Mise en service août 2013. Oui. Avec 1 an de garantie. Donc pendant 1 an, on va regarder comment l'ouvrage fonctionne. Et à l'issue, cette année, on pourra réceptionner l'ouvrage de façon définitive. Merci. Voilà, on vient de le voir, chers téléspectateurs, Grand Poubara est sur le point d'être lancé. Alors, Madame Pouta, quels sont les barrages que Grand Poubara viendra renforcer en termes de production d'électricité hydraulique au Gabon? Actuellement, au Gabon, nous avons 3 grandes centrales hydroélectriques. Dans la vallée de Lambé, nous avons Chimbélé, qui fait 68,4 MW. Nous avons le barrage de Kingélé, qui fait 57,6 MW. Et dans le Haut-Togo, nous avons Poubara 1 et 2 qui font ensemble 38 MW. Donc ce sont ces 3 barrages que Grand Poubara viendra renforcer. D'accord. Laetitia, de ton côté, autre chose pour éclairer nos lanternes? Oui, Cosas. 2 autres projets de barrages sont en cours, comme quoi la tendance est bien à l'énergie hydraulique. Mais encore, Laetitia? En fait, Cosas, l'État gabonais a signé avec la société Coder Gabon 2 conventions de concession de production hydraulique. De cette signature naîtront le barrage des chutes de l'Impératrice sur la rivière Ngounié qui devrait produire 70 MW, ainsi que le barrage Fé2, cette fois dans le nord du pays puisque c'est à Mindi qui sera construit sur la rivière Okano pour produire 52 MW. Et où en sommes-nous dans ce double projet? Les bases de vie ont été construites sur chaque chantier. Les prévisions partent pour la mise en service des 2 barrages au plus tard début 2015. Laetitia, une petite question sur ce sujet. Toi qui es maintenant au courant de tout, si je peux dire, eh bien, ces 2 projets auront seulement de l'impact sur les problèmes d'électricité de Libreville, non? Eh bien non, tu as tout faux. Mais je vais t'éclairer, mon Cosas, si je puis m'exprimer ainsi. Puisque d'après mes informations de pisteuse, ces 2 projets impliquent la réalisation d'un réseau national de transport interconnecté et le développement de l'électrification rurale. Ils permettront l'électrification de quelques 250 villages en plus d'alimenter Libreville, la capitale. Alors, mon Cosas, tu avais demandé que la lumière soit. Alors? Merci Laetitia. Une dernière question tout de même. Alors, avec de tels projets, Coder Gabon a pas mal besoin de bras, non? Évidemment, et beaucoup de bras même. Tout corps de métier et toutes catégories confondues. Des maçons, des conducteurs d'engins, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier, des emplois et encore des emplois. Alors oui Laetitia, je peux dire que la lumière fut grâce à toi. Alors Madame Pouta, quelque chose à ajouter sur le sujet des barrages? Oui, en effet, nous préconisons dans un proche avenir la construction d'un barrage dans la vallée de Lambé, dans la province de l'Estuaire. D'accord. Bien, Madame, je vous dis merci pour toutes vos lumières et aussi au revoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. À très bientôt. Alors, je me retourne de nouveau vers Laetitia, notre pisteuse, qui est où? J'ai besoin que tu m'éclaires là, Laetitia. Laetitia? Aliena Kiri, mon Cosas. Souviens-toi, tout à l'heure, nous avons parlé barrage, mais également centrale thermique. Et donc, je me trouve sur le site de la nouvelle centrale thermique d'Aliena Kiri, construite pour renforcer la production en électricité de notre capitale. Et justement, à mes côtés, Monsieur Yalis, il est le directeur de l'électricité. Bonjour, Monsieur Yalis. Bonjour, Madame Laetitia. Monsieur Yalis, alors, comment va fonctionner la centrale d'Aliena Kiri? J'ai même entendu dire que c'était une centrale de 3e génération. Ça veut dire quoi exactement? Centrale de 3e génération parce qu'elle est équipée de 4 groupes pouvant fonctionner aussi bien au gaz naturel qu'au gasoil. Et l'usine est entièrement automatisée, donc cela veut dire qu'elle nécessite très peu d'intervention humaine. Donc on a ici une capacité installée de 70 MW, ce qui correspond à peu près à 25% de la capacité installée sur le réseau de Libreville. La centrale d'Aliena Kiri, dans sa phase de fonctionnement industriel, fonctionnera en base, c'est-à-dire qu'elle participera au réglage de la puissance du réseau de Libreville, mais également au maintien de la fréquence dans les tolérances exigées par la norme. Donc on a ici une centrale de 3e génération
équipés des moteurs de dernière génération et d'une technologie de pointe. Monsieur Yalis, où en sommes-nous dans le projet? À quand la mise en service? Merci. Les travaux proprement dits de construction de la centrale sont achevés depuis bientôt 8 mois. Tout est installé. Nous avons fait les essais à froid. Les essais à froid de la centrale, ils ont été concluants. Actuellement, nous sommes en train de faire des essais en charge. Donc, ça veut dire qu'on connecte la centrale sur le réseau de Libreville via le câble qui a été construit entre la centrale et le centre de dispatching de Bisségué. Ces essais sont en train de se faire. Et je peux même vous dire que depuis bientôt une semaine, nous injectons de la puissance sur le réseau de Libreville. Et la centrale se comporte très bien. Nous n'avons observé aucun incident majeur pouvant dire que il y a des anomalies ici. Donc, il nous reste le raccordement de la centrale au pipeline gaz de Perenco qui se trouve à 500 mètres d'ici. Ces travaux sont en train de se faire et vont s'achever dans 2 semaines. Donc, la livraison proprement dite de la centrale pourra intervenir dans les 2 prochains mois. Dans les 2 prochains mois. Quel sera son apport? Je veux dire, quels seront les effets directs de la mise en service de cette centrale pour nos compatriotes? La mise en service de la centrale d'Aléna-Kiri va augmenter l'offre de production d'électricité sur le réseau de Libreville et donc un accès à l'électricité à ceux qui n'en ont pas encore. Cette électricité servira également de source d'énergie à la zone spéciale économique d'un COC qui est actuellement en construction. Vous avez évoqué la zone économique d'un COC, cela signifie que plusieurs entreprises viendront s'y installer, auront forcément besoin de beaucoup de personnel. Là aussi, création d'emplois. Pour rester dans le même domaine des centrales thermiques, regardons le reportage qui a aussi emmené Laetitia à faire un petit tour à Port-Gentil. Oui, COSAS, c'est parti, chers téléspectateurs. Port-Gentil est en travaux. Et pour cause, la capitale de l'Ogooué-Maritime accueille une nouvelle centrale thermique destinée à augmenter la production en électricité, devenue insuffisante au vu de l'activité économique qui se concentre sur l'île Mandji. La société israélienne Téléménia, qui a également construit la centrale thermique d'Aliena-Kiri, est en charge de ce chantier en cours de finalisation pour la première phase. Le programme de réalisation s'étend sur 2 phases de 52,5 MW chacune et vise à terme une capacité installée de 105 MW. Le génie civil de la nouvelle centrale est terminé, les moteurs sont en cours d'installation avant le lancement d'une phase de test indispensable à la mise en service de la centrale courant 2013. L'objectif de ces travaux est d'en finir pour de bon avec les coupures de courant intempestives dont souffrent les ports gentillais et ensuite d'alimenter en électricité la zone économique spéciale qui doit se développer sur l'île Mandji. Cette centrale thermique, dite de 3e génération, fonctionnera principalement au gaz naturel et respectera toutes les normes internationales en vigueur. Pour des raisons de sécurité, son implantation s'est faite en dehors du centre-ville, un chantier que l'État gabonais a financé à hauteur de 37 milliards de francs CFA. On vient de parler barrage parce que notre pays est parcouru de part et d'autre de son territoire par des rivières. On a parlé centrale thermique parce que c'est la solution retenue le temps que les barrages soient construits. Mais en attendant, COSAS, on fait comment quand nos appareils grillent? Parce que le courant s'en va, mais revient avec force. Oui, c'est vrai Laetitia, c'est vrai que c'est un vrai problème. Souviens-toi de la question de Mme Paulette Cassa en début d'émission. Et d'ailleurs, pour en parler, j'invite M. Ona Enemé, il est chef division basse tension à la SUG, à me rejoindre dans ce studio. Ben voilà, bonjour M. Ona. Bonjour COSAS. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce studio. Bien à vous. Alors, M. Ona, je rappelle que vous êtes chef de division basse tension à la SUG, et donc vous êtes indéniablement notre interlocuteur idéal. Alors, tout de suite, une première question. Pourquoi certains de nos appareils grillent quand le courant revient après une coupure d'électricité? Merci COSAS. Avant de répondre à votre question, oui, je vais tout de même rappeler comment sont alimentés les clients. Les clients sont alimentés côté SEG par le réseau qui est raccordé à partir du poste du quartier. Et
En plus de cela, il y a le branchement client et, avec un câble qui assure la liaison entre le réseau et le comptage de l'habitation du client. Si je me permets, M. Ona, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce que c'est un comptage? Un comptage est simplement constitué d'un coupe-circuit à fusible qui assure la protection de l'installation SEG, mais aussi de l'installation client. Il est également constitué d'un compteur qui comptabilise l'énergie consommée par le client. Et enfin, il est constitué d'un disjoncteur différentiel dont le rôle est non seulement de limiter la puissance souscrite par l'abonné, mais également d'assurer la protection des personnes et des appareils en cas d'écoulement de courant de défaut. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'il y a une coupure d'électricité? Il faut d'abord dire qu'une coupure est la conséquence d'une anomalie qui peut se produire soit côté client, soit côté SEG. Les appareils peuvent être endommagés si la tension enregistrée au niveau de leur borne, c'est-à-dire au niveau des prises de l'installation intérieure du client, si cette valeur est supérieure à la valeur nominale maximale autorisée, qui est dans notre pays de 241,5 volts, sachant que la tension de référence, en basse tension évidemment, est de 230 volts, avec une tolérance maximale de 5%. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette variation de tension? Merci. Cette variation de tension peut avoir pour origine soit une partie de l'installation de la SEG, soit l'installation du client. D'accord. Alors, sans vouloir dédouaner la SEG, on remarque que plusieurs installations des clients ne répondent pas toujours aux normes et aux conditions réglementaires en vigueur aujourd'hui. Par exemple, absence de terre équipotentielle. Je vais expliquer c'est quoi la terre de masse équipotentielle. En fait, c'est toute la ferraille qui concourt à la construction de votre édifice. On relie cette ferraille ensemble et on met cette ferraille à la terre de manière à ce que toute cette ferraille soit au même potentiel, au potentiel de la terre qui est le potentiel 0. Mais il faut veiller à ce que la valeur de cette terre de masse ne puisse pas excéder 30 ohms. Un autre exemple, c'est les mauvaises valeurs des terres de neutre, cette fois-ci, chez le client. Une bonne terre de neutre, valeur maximale 10 ohms. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par terre de neutre? C'est la mise à la terre du neutre directement. Et ce neutre, c'est le neutre qui vient du réseau SEG. D'accord. Donc, ce qui nous fait deux types de terres. Une mise à la terre du neutre d'un côté et une mise à la terre des masses de l'autre côté. Et entre les deux terres, puisqu'il s'agit des mêmes environnements, il faut respecter la distance entre les deux terres qui est de 10 mètres. Dans ce cas, qui est responsable? Vers qui les Gabonais doivent-ils se retourner en cas d'appareil endommagé? Comme je viens de vous le dire, le client est alimenté à la fois par les installations SEG, mais aussi ses propres installations. On ne peut donc pas généraliser aujourd'hui et il serait très prématuré de parler de responsabilité s'il n'y a pas eu une enquête approfondie. Néanmoins, quand il y a un problème de cette nature, le client peut adresser une lettre de mise en cause à la SEG via le centre d'appel. Cette lettre de mise en cause va déclencher une procédure sur deux pans à la SEG. Côté SEG, il y aura une enquête terrain qui va aboutir à un rapport circonstancié. Et côté assureur, c'est le deuxième pan, il y a une enquête terrain également qui va générer un rapport d'expertise. Alors, que se passe-t-il une fois que l'enquête est aboutie, que par exemple l'enquête remet en cause soit l'ASEG ou l'abonné? Dès lors que l'enquête va mettre en cause la SEG, je commence par là, avec en toile de fond le rapport circonstancié et le rapport d'expertise de l'assureur, il n'y a pas d'autre choix que de dédommager le client. Maintenant, dans le cas contraire, le client ne sera malheureusement pas dédommagé, mais il recevra quand même une réponse de la part de la SEG avec des justificatifs. D'accord. Alors, M. Ouanara, quelle solution, sinon, quelle astuce peut-on proposer aux populations pour éviter au maximum de perdre soit des congélateurs, des téléviseurs, en gros des appareils électroménagers?
Les solutions peuvent être multiples, mais parmi les plus efficaces, c'est simplement, là, en premier lieu, d'améliorer, de mettre en conformité le circuit de terre de l'installation intérieure du client. Il faut s'assurer que quand on a commencé à construire sa maison, qu'on a relié toute la ferraille entre elles et qu'on l'a mise à la terre et que la valeur ne dépasse pas 30 ohms. Et maintenant, quand la SEG, vous demandez un compteur à la SEG, il faut s'assurer que la terre de neutre maintenant, le deuxième terre que vous allez créer, que la valeur de cette mise à la terre de neutre n'excède pas 10 ohms. Et bien sûr, il faut respecter la distance entre les deux, sinon il y aura interférence, sinon le disjoncteur ne peut pas jouer son rôle. Maintenant, par précaution, on peut débrancher les appareils dès l'instant que le courant SEG est coupé. On débranche d'abord les appareils quand on peut le faire et débrancher les appareils les plus sensibles, parce que les appareils sensibles chez certains abonnés. Et après, dès le retour de l'électricité, il faut attendre 2, 3, 4, jusqu'à 5 minutes même. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, le secteur est là. On peut rebrancher les appareils sensibles qu'on a débranchés auparavant. D'accord. Vous avez entendu, chers téléspectateurs? Bien. Monsieur Ona, nous vous disons merci pour toutes ces explications. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Kozas, parce que vous avez donné à la SEG, que j'ai l'honneur d'ailleurs de représenter ici, de pouvoir vraiment donner des éclairages sur certaines questions sensibles de la part de nos clients. D'accord. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Voilà, on vient de le voir, avec l'électricité, il y a des précautions à prendre. Et en règle générale, mieux vaut ne pas jouer. C'est comme tous ces fils que l'on voit traîner par terre, voire dans l'eau dans certains quartiers de la capitale. C'est vraiment dangereux. Et il faudrait là aussi que la SEG s'en préoccupe autant que nous. Tout comme il est aussi dangereux de se faire trafiquer son compteur pour essayer d'avoir une facture d'électricité plus légère. Laetitia, tu reprends la main? Si je résume, Kozas, nous sommes partis de la coupure qui m'a traumatisé toute la nuit dernière pour parler production d'électricité, transport, mais aussi distribution. Ce qui m'a emmené chez le ministre qui nous a expliqué les chantiers en cours, mais également ceux à venir pour régler le problème définitif des coupures de courant à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. J'ai visité la centrale d'Aliénakiri, j'ai été à Port-Gentil et à Poubara. Et là, on vient de voir comment faire pour protéger nos appareils des coupures de courant et autres baisses de tension. Mais il me semble que notre pays compte quelques 800 km de côte, forcément sujette au vent et au soleil. Du soleil, il y en a. On peut rien faire avec? Exact, Laetitia. C'est pourquoi j'ai souhaité que tu te rendes au ministère des Affaires étrangères. Vous vous demandez pourquoi, chers téléspectateurs? Tout simplement à cause des panneaux solaires qui ont été installés. Comme tu peux le voir, je suis en train de prendre des photos de ces panneaux solaires installés dans les jardins du ministère des Affaires étrangères et offerts par la coopération japonaise. Mais au fait, Kozas, toi qui sais tout sur tout, ça sert à quoi un panneau solaire? À produire de l'électricité. Donc, depuis 2000, il faut dire que le Gabon a recours à cette forme d'énergie pour électrifier des villages qui ne pourront pas, avant plusieurs décennies, être raccordés au réseau de distribution d'énergie électrique classique. Ce sont des villages isolés, enclavés ou difficiles d'accès. Et il s'agit surtout de l'énergie pour éclairer, soit des habitations, des bureaux administratifs, des rues ou de pomper de l'eau. Et ça fonctionne comment? Ma très chère Letty, dans ces panneaux se trouvent des cellules qui captent des rayons solaires et les transforment en électricité. On est près de la mer ici, il y a pas mal de vent. Est-ce que produire de l'énergie avec la force du vent, c'est possible? Oui, ma chère Letty, elle s'appelle énergie éolienne. En 2011, le Gabon a lancé une étude pour évaluer le potentiel. Et il faut dire que les premiers résultats ont montré que dans la région de Mukalaba, qui est dans la province de l'Anyanga, certains vents ont été enregistrés avec une vitesse moyenne de 8 mètres par seconde. Eh bien, j'en étais sûre, tu me diras.
En attendant, le Gabon se concentre sur l'énergie hydroélectrique et l'énergie thermique qui vient en solution de secours. On vient de le voir ensemble, de gros projets sont en cours de finition pour mettre fin au calvaire des uns et des autres avec l'électricité. Dans la région de Libreville et la zone économique spéciale d'Uncock, la centrale thermique d'Aléna-Kéry va entrer en fonctionnement courant 2013. Pour alimenter la ville de Port-Gentil correctement et dans le futur, la zone économique de Mondji qui va être créée, là aussi, le gouvernement a opté pour une centrale thermique qui va entrer en service cette année. Et pour la région minière du Haut-Ogooué et la province de l'Ogooué-Lolo, cette fois, c'est un barrage, Grand Poubara, qui vient en renfort de Poubara 1 et 2. Son démarrage est attendu pour cette saison sèche. Des chantiers qui sont tous intégralement financés par l'État gabonais qui a déboursé au total pas moins de 300 milliards de francs CFA. Quand on sait que pour un barrage comme celui de Grand Poubara, il faut compter au minimum 200 milliards. Ah non, tout, mais pas ça. La bourse ou la vie? La bourse ou la vie? La bourse, bien sûr, la bourse. Dans la poche droite de mon pantalon. Alors, mon cousin, ça te dit qu'on se fasse une petite virée ce soir? Ça alors? Tu m'as bien eu, dis donc. Je t'ai eu, je t'ai Tu as eu d'ici pouces. Eh bien ça... Alors, très chers téléspectateurs, on l'a vu tout au long de cette émission, le train est en marche pour qu'on en finisse avec toutes ces coupures de courant et que notre pays puisse se développer comme il se doit. Donc, on se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau... Ça s'explique? Un nouveau Ça s'explique. Mais cette fois, sans Laetitia. Hélas, oui. Ben voilà, on se retrouve très prochainement avec une autre pisteuse. À très bientôt. Merci de nous avoir regardés. Eh bien ça va être une bonne virée ce soir. Hein.